Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 31 mai et Somnifère vous emmène ce soir à Rouen où un notaire tombe sur une petite annonce qui retient son attention. Demoiselle jolie, bien élevée comme il faut, épouserait homme honorable et lui apporterait 2 500 000 francs. Intrigué par cette offre et en proie à des difficultés financières, il décide de rencontrer la jeune femme. C'est une nouvelle de Maupassant intitulée « Divorce ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Si votre position le permet, posez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Et dans un premier temps, respirez simplement à votre rythme, naturellement, sans effort. En observant simplement les mouvements de votre corps et de vos mains. À l'inspire et à l'expire. Alors qu'elles montent et qu'elles descendent. Imaginez à présent votre ventre comme un ballon de baudruche. Gonflez ce ballon un maximum à l'inspire et laissez-le se dégonfler complètement à l'expire. Vous pouvez répéter l'exercice si vous le souhaitez, en gonflant le ventre un maximum et en laissant les tensions s'évacuer complètement à l'expire. Continuez de respirer par le ventre, à votre rythme. Tranquillement. Sans attente. Observez à présent plus en détail le contact de votre main avec votre ventre. La chaleur qui s'en dégage. Les mouvements qui vous bercent. Votre ventre qui monte et qui descend. Imaginez qu'à chaque expire, les tensions continuent de s'évacuer un peu plus. Et qu'à chaque inspire,
Votre corps devient plus léger et plus serein. Pendant la prochaine minute, concentrez simplement votre attention sur votre respiration. Et laissez les pensées défiler si elles viennent à vous. Un peu comme si vous étiez la montagne et que les pensées étaient les nuages. Sans effort, sans attente. En continuant de porter votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maupassant, divorce. Maître Bontran, le célèbre avocat parisien, celui qui depuis 10 ans plaide et obtient toutes les séparations entre époux mal assortis, ouvrit la porte de son cabinet et s'effaça pour laisser passer le nouveau client. C'était un gros homme rouge, à favoris blond et dru, un homme ventru, sanguin et vigoureux. « Prenez un siège, » dit l'avocat. Le client s'assit et après avoir toussé. « Je viens vous demander, monsieur, de plaider pour moi dans une affaire de divorce. »« Parlez, monsieur, je vous écoute. »« Monsieur, je suis un ancien notaire. » « Déjà ? Oui, déjà. J'ai 37 ans. » Continuez. « Monsieur, j'ai fait un mariage malheureux, très malheureux. » « Vous n'êtes pas le seul. Je le sais et je plains les autres. Mais mon cas est tout à fait spécial et mes griefs contre ma femme d'une nature très particulière. Mais je commence par le commencement. Je me suis marié d'une façon très bizarre. Croyez-vous aux idées dangereuses? Qu'entendez-vous par là? Croyez-vous que certaines idées soient aussi dangereuses pour certains esprits que le poison pour le corps? Mais oui, peut-être. Certainement. Il y a des idées qui entrent en nous
nous rongent, nous tuent, nous rendent fous quand nous ne savons pas leur résister. C'est une sorte de phylloxéra des âmes. Si nous avons le malheur de laisser une de ces pensées-là se glisser en nous, si nous ne nous apercevons pas dès le début qu'elle est une envahisseuse, une maîtresse, un tyran, qu'elle s'étend heure par heure, jour par jour, qu'elle revient sans cesse, s'installe, chasse toutes nos préoccupations ordinaires, absorbe toute notre attention et change l'optique de notre jugement, nous sommes perdus. Voici donc ce qui m'est arrivé, monsieur. Comme je vous l'ai dit, j'étais notaire à Rouen et un peu gêné. Non pas pauvre, mais pauvré, soucieux, forcé à une économie de tous les instants, obligé de limiter tous mes goûts. Mais c'est dur à mon âge. Comme notaire, je lisais avec grand soin les annonces des 4e pages des journaux, les offres et les demandes, les petites correspondances, etc., etc. Et il m'était arrivé plusieurs fois par ce moyen de faire à quelques clients des mariages avantageux. Un jour, je tombe sur ceci. Demoiselle jolie, bien élevée comme il faut, épouserait homme honorable et lui apporterait 2 500 000 francs bien nets. Or justement, ce jour-là, je dînais avec 2 amis, un avoué et un filateur. Je ne sais comment la conversation vint à tomber sur les mariages, et je leur parlais en riant de la demoiselle aux 2 500 000 francs. Le filateur dit « Qu'est-ce que c'est que ces femmes-là » L'avoué plusieurs fois avait vu des mariages excellents conclus dans ces conditions, et il donna des détails. Puis il ajouta en se tournant vers moi. « Pourquoi diable ne vois-tu pas ça pour toi-même, Christy? Ça t'en enlèverait des soucis 2 500 000 francs. » Nous nous mîmes à rire tous les trois, et on parla d'autre chose. 1 heure plus tard, je rentre chez moi. Il faisait froid cette nuit-là. J'habitais d'ailleurs une vieille maison, une de ces vieilles maisons de province qui ressemblent à des champignonnières. En posant la main sur la rampe de fer de l'escalier, je murmurai, saisi par un brusque souvenir. Sacristi, si je les avais, les 2 500 000 francs. Ma chambre était lugubre, une chambre de garçon rouennée faite par une bonne chargée aussi de la cuisine. Vous la voyez d'ici, cette chambre. Un grand lit sans rideau, une armoire, une commode, une toilette, pas de feu. Des habits sur les chaises, des papiers par terre. Je n'avais pas encore pensé à la femme, et j'y songeai tout à coup en me glissant dans mon lit. J'y songeai même si bien que je fus longtemps à m'endormir. Le lendemain, en ouvrant les yeux avant le jour, je me rappelai que je devais me trouver à 8 heures à Darnétal pour une affaire importante. Il fallait donc me lever à 6 heures, et il gelait. Christi de Christi, les 2 500 000. Je revins à mon étude vers 10 heures. Il y avait là-dedans une odeur de poils rougis, de vieux papiers, l'odeur des papiers de procédure avancée. Rien ne put comme ça. Je déjeunai comme tous les jours d'une côtelette brûlée et d'un morceau de fromage. Puis je me remis au travail. C'est alors que je pensai très sérieusement pour la première fois à la demoiselle aux 2 500 000. Qui était-ce? Pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas savoir? Enfin, monsieur, j'abrège. Pendant 15 jours, cette idée me hanta, m'obséda, me tortura. Tous mes ennuis, toutes les petites misères dont je souffrais sans cesse, sans les noter jusque-là, presque sans m'en apercevoir, me piquaient à présent comme des coups d'aiguille, et chacune de ces petites souffrances me faisait songer aussitôt à la demoiselle aux 2 500 000 francs. Je finis par imaginer toute son histoire. Quand on désire une chose, monsieur, on se la figure telle qu'on l'espère. Certes, il n'était pas très naturel qu'une jeune fille de bonne famille, dotée d'une façon aussi convenable, cherchât un mari par la voie des journaux. Cependant, il se pouvait faire que cette fille fût honorable et malheureuse. D'abord, cette fortune de 2 500 000 francs ne m'avait pas ébloui comme une chose féerique.
Nous sommes habitués, nous autres qui lisons toutes les offres de cette nature, à des propositions de mariage accompagnées de 6, 8, 10 ou même 12 millions. Le chiffre de 12 millions est même assez commun. Il plaît. Je sais bien que nous ne croyons guère à la réalité de ces promesses. Elles nous font cependant entrer dans l'esprit ces nombres fantastiques, rendent vraisemblables jusqu'à un certain point pour notre crédulité inattentive les sommes prodigieuses qu'ils représentent et nous disposent à considérer une dot de 2 500 000 francs comme très possible, très morale. Donc une jeune fille, enfant naturel d'un parvenu et d'une femme de chambre, ayant hérité brusquement de son père, avait appris du même coup la tâche de sa naissance. Et pour ne pas avoir à la dévoiler à quelque homme qui l'aurait aimée, faisait appel aux inconnus par un moyen usité qui comportait en lui-même une sorte d'aveu de tare originel. Ma supposition était stupide, je m'y attachai cependant. Nous autres notaires, nous ne devrions jamais lire des romans, et j'en ai lu, monsieur. Donc j'écrivis, comme notaire, au nom d'un client, et j'attendis. 5 jours plus tard, vers 3 heures de l'après-midi, j'étais en train de travailler dans mon cabinet quand le maître clerc m'annonça. « Mademoiselle Chantefrise. » Faites entrer. Alors apparut une femme d'environ 30 ans, un peu forte, brune, l'air embarrassé. « Asseyez-vous, mademoiselle. » Elle s'assit et murmura. « C'est moi, monsieur. Mais, mademoiselle, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. La personne à qui vous avez écrit. Pour un mariage? Oui, monsieur. Je suis venu moi-même parce qu'on fait mieux les choses en personne. Je suis de votre avis, mademoiselle. Donc vous désirez vous marier? Oui, monsieur. Vous avez de la famille? Elle hésita, baissa les yeux et balbutia. Non, monsieur. Ma mère et mon père sont morts. Je tressaillis. Donc j'avais deviné juste. Et une vive sympathie s'éveilla brusquement dans mon cœur pour cette pauvre créature. Je n'insistai pas pour ménager sa sensibilité. Et je repris. Votre fortune est bien nette. Elle répondit cette fois sans hésiter. Oui, monsieur. Je la regardai avec grande attention, et vraiment, elle ne me déplaisait pas bien qu'un peu mûre, plus mûre que je n'avais pensé. C'était une belle personne, une forte personne, une maîtresse femme. Et l'idée me vint de lui jouer une jolie petite comédie de sentiments, de devenir amoureux d'elle, de supplanter mon client imaginaire quand je me serais assuré que la dot n'était pas illusoire. Je lui parlai de ce client que je dépeignis comme un homme triste, très honorable, un peu malade. Elle dit vivement. « Oh, monsieur, j'aime les gens bien portants. » Vous le verrez d'ailleurs, mademoiselle, mais pas avant 3 ou 4 jours, car il est parti hier pour l'Angleterre. « Oh, que c'est ennuyeux, dit-elle. Êtes-vous pressé de retourner chez vous? » Pas du tout, répondit-elle. Eh bien, restez ici, je m'efforcerai de vous faire passer le temps. Vous êtes trop aimable, monsieur. Eh bien, mademoiselle, voulez-vous permettre à votre futur notaire de vous offrir à dîner ce soir? Elle parut hésiter, inquiète, indécise, puis elle se décida. Oui, monsieur. Je vous prendrai chez vous à 7 heures. Oui, monsieur. Alors, à ce soir, mademoiselle. Oui, monsieur. Et je la reconduisis jusqu'à ma porte. À 7 heures, j'étais chez elle. Elle avait fait des frais de toilette pour moi et me reçut d'une façon très coquette. Je l'emmenai dîner dans un restaurant où j'étais connu et je commandai un menu troublant. 1 heure plus tard, nous étions très amis et elle me contait son histoire. Fille d'une grande dame séduite par un gentilhomme,
Elle avait été élevée chez des paysans. Elle était riche à présent, ayant hérité de grosses sommes de son père et de sa mère, dont elle ne dirait jamais les noms. Il était inutile de les lui demander, inutile de la supplier, elle ne les dirait pas. Comme je tenais peu à les savoir, je l'interrogeai sur sa fortune. Elle en parla aussitôt en femme pratique, sûre d'elle, sûre des chiffres, des titres, des revenus, des intérêts et des placements. Sa compétence en cette matière me donna aussitôt une grande confiance en elle, et je devins galant, avec réserve cependant, mais je lui montrai clairement que j'avais du goût pour elle. Elle m'arrivauda, non sans grâce. Je lui offris du champagne et j'en bus, ce qui me troubla les idées. Je sentis alors clairement que j'allais devenir entreprenant, et j'eus peur, peur de moi, peur d'elle, peur qu'elle ne fût aussi un peu émue et qu'elle ne succombât. Pour me calmer, je recommençai à lui parler de sa dot, qu'il faudrait établir d'une façon précise, car mon client était homme d'affaires. Elle répondit avec gaieté. « J'ai apporté toutes les preuves. » Cela me sauvait de toutes les façons. Je payai l'addition, et nous voici rentrés chez elle. Elle avait en effet apporté tous ses titres. Je ne pouvais douter, je les tenais, je les palpais, je les lisais. Cela me mit une telle joie au cœur que je fus pris aussitôt d'un violent désir de l'embrasser. Je m'entends d'un désir chaste, d'un désir d'homme content. Et je l'embrassai. Une fois, 2 fois, 10 fois, si bien que le champagne étant, je succombais, ou plutôt, elle succomba. Ah monsieur, j'en fis une tête après cela, et elle donc. Elle pleurait comme une fontaine, en me suppliant de ne pas la trahir, de ne pas la perdre. Je promis tout ce qu'elle voulut, et je m'en allai dans un état d'esprit épouvantable. Que faire? J'avais abusé de ma cliente. Cela n'eût été rien si j'avais eu un client pour elle, mais je n'en avais pas. C'était moi le client naïf, le client trompé, trompé par lui-même. Quelle situation! Je pouvais la lâcher, c'est vrai, mais la dot, la belle dot, la bonne dot, palpable, sûre. Et puis, avais-je le droit de la lâcher, la pauvre fille, après l'avoir ainsi surprise? Je passai une nuit terrible d'indécision, torturé de remords, ravagé de crainte, ballotté par tous les scrupules. Mais au matin, ma raison s'éclaircit. Je m'habillai avec recherche et je me présentai comme 11 heures sonnaient à l'hôtel qu'elle habitait. En me voyant, elle rougit jusqu'aux yeux. Je lui dis « Mademoiselle, je n'ai plus qu'une chose à faire pour réparer nos torts. Je vous demande votre main. » Elle balbutia. « Je vous la donne. » Je l'épousai. Tout alla bien pendant 6 mois. J'avais cédé mon étude, je vivais en rentier, et vraiment je n'avais pas un reproche, mais pas un seul, à adresser à ma femme. Cependant, je remarquai peu à peu que de temps en temps, elle faisait de longues sorties. Cela arrivait à jour fixe, une semaine le mardi, l'autre semaine le vendredi. Je me crus trompé, je la suivis. C'était un mardi. Elle sortit à pied vers 1 heure, descendit la rue de la République, tourna à droite, prit la rue Grand-Pont jusqu'à la Seine, longea le quai jusqu'au pont de Pierre, traversa l'eau, et à partir de ce moment, elle parut inquiète, se retournant souvent, épiant tous les passants. Comme j'étais costumé en charbonnier, elle ne me reconnut pas. Enfin, elle entra dans la gare de la rive gauche. Je ne doutais plus, son amant allait arriver par le train d'1h45. Je me cachai derrière un camion et j'attendis. Un coup de sifflet,
Un flot de voyageurs, elle s'avance, s'élance, et saisit dans ses bras une petite fille de 3 ans qu'une grosse paysanne accompagne, et l'embrasse avec passion. Puis elle se retourne, aperçoit un autre enfant plus jeune, fille ou garçon, porté par une autre campagnarde. Elle se jette dessus, l'étreint avec violence, et s'en va escorter des deux mioches et des deux bonnes vers la longue et sombre et déserte promenade du cours la Reine. Je rentrai effaré, l'esprit en détresse, comprenant et ne comprenant pas, n'osant point deviner. Quand elle revint pour dîner, je me jetai vers elle hurlant. Quels sont ces enfants? Quels enfants? Ceux que vous attendiez au train de Saint-Sevé. Elle poussa un grand cri et s'évanouit. Quand elle revint à elle, elle me confessa dans un déluge de larmes qu'elle en avait 4. Oui, monsieur. 2 pour le mardi, 2 filles, et 2 pour le vendredi, 2 garçons. Et c'était là quelle honte, c'était là l'origine de sa fortune. Les 4 pères. Elle avait amassé sa dot. Maintenant, monsieur, que me conseillez-vous de faire? L'avocat répondit avec gravité. Reconnaître vos enfants, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit.